Ok, bonjour, bonjour. Je fais cette vidéo pour parler de la situation sociopolitique ivoirienne, c'est-à-dire du côté militaire, la différence entre Afin Desson et Aboudraman Sangare, et aussi le président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Donc, pour commencer, j'aimerais d'abord parler de l'armée de la Côte d'Ivoire. Vous savez, nous avons une armée vraiment très indisciplinée. Et cette armée ne respecte aucun citoyen ivoirien. Cette armée fait ce qu'elle veut faire. C'est-à-dire l'armée est à la disposition de certains leaders politiques et non à la disposition de la nation ivoirienne et non à la disposition des citoyens lambda ivoiriens. Parce que nous ne sommes pas armés, raison pour laquelle ils ont choisi certains Ivoiriens, on leur a donné des armes pour protéger ceux qui ne sont pas armés, pour empêcher ceux qui vont agresser notre pays. Voilà. C'est-à-dire, si quelqu'un vient agresser notre pays, c'est pour que ceux qui ont été sélectionnés pour devenir des militaires, gendarmes, policiers et tout ce qui peut se trouver au sein de la Côte d'Ivoire, qui a été de manière légale armé pour défendre les institutions ivoiriennes et le pays,
doit défendre la nation. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, nos militaires, ils sont là, gendarmes, policiers, tout est divisé. Chacun est là, il supporte un leader politique. Le jour où ton leader politique, il n'est pas content, toi aussi, tu n'es pas content. Le jour où ton leader politique, il te donne des ordres de faire comme ça, toi aussi, tu le fais. Donc, tu t'en fous du reste du peuple ivoirien. Et avec une telle armée, on n'est pas garanti, notre sécurité n'est même pas garantie. Et s'il y a une attaque à l'extérieur de la Côte d'Ivoire venant des autres pays, je pense que cette armée sera incapable de nous protéger. Parce que si jamais il y a une attaque et qu'un leader politique dit à ses soldats, à l'une partie de l'armée de ne pas combattre, cette armée ne peut pas combattre. Et elle va rester là. Et ces gens venant d'ailleurs vont massacrer tous les Ivoiriens. Et donc, je pense que ce n'est pas une bonne chose de voir des gens étant dans une armée, dite une armée qui devrait défendre la Côte d'Ivoire, protéger les citoyens lambda que nous sommes, qui font autre chose. Voilà, qui regardent leur leader politique et qui regardent leur propre bien-être et non le bien-être des autres citoyens ivoiriens. Je pense que c'est tellement simple. On peut essayer de trouver des solutions à ça. Et moi, j'aimerais proposer certaines solutions si possible. Je pense que les chefs qui sont au sommet de notre armée, je ne parle pas du président de la République, même s'il est, il est celui-même qui est au-dessus de l'armée ivoirienne, mais je ne parle pas de lui d'abord. Je parle des généraux, des capitaines, comment on appelle ça même, des commandants et tout ça là. Il faut les radier. Ouais, il faut les limoger. C'est très important parce que ceux-là, ils ont déjà des partis pris. Vous comprenez? C'est des gens, les généraux, qui ont déjà des partis pris. Donc, en aucun cas, ils ne peuvent changer. Ils ont déjà leurs amis leaders politiques. Ils ne peuvent pas changer. Et au sein de l'armée, ils ont des amis, ils ont leurs éléments. Donc, ce que leurs amis leaders politiques leur disent, c'est ce que eux aussi, à leur tour, ils disent à leurs éléments. Et leurs éléments, ils font ce qui leur semble bien. Donc, pour essayer de rebâtir notre armée, on doit radier ou bien limoger tous les généraux qui sont au devant de l'armée ivoirienne parce qu'il n'y a pas un général qui puisse se trouver au sommet de l'armée ivoirienne qui n'est pas corrompu ou bien qui n'a pas un ami leader politique qui ne fait pas les exercices au profit de son ami leader politique. Donc, pour moi, voilà ce qu'on devrait commencer par là. Radier tous les généraux, les commandants, les officiers et tout cela. Il faut les limoger. Et quand on les limoge, pour ne pas qu'ils se perdent dans la nature comme ça, il faut leur donner certains postes, c'est-à-dire ils peuvent devenir des préfets. Je n'ai pas dit préfets militaires. Ils peuvent devenir des préfets de différentes villes. Il y a plusieurs villes en Côte d'Ivoire. Devenir des préfets. Ils peuvent même essayer de devenir lutter des places à l'Assemblée nationale. C'est possible. On ne veut plus les voir dans l'armée ivoirienne parce que c'est des dangers pour notre armée. Donc, il faut les mettre là même où ils vont être et puis ils ne peuvent pas avoir une influence sur l'armée ivoirienne. C'est tellement très clair. Il faut les mettre là-bas, les nommer préfets et tout ça. Lui qui ne veut pas être préfet, qui veut être député, mais il peut participer à une élection de la députation en Côte d'Ivoire. Et s'il est élu, il devient député. Lui qui veut être maire, cela n'engage que lui. Lui qui veut être sous-préfet, cela n'engage que lui. Ah oui, on peut les disperser comme ça. Même on peut nommer d'autres. Ceux qui sont les hauts gradés, on peut les nommer les ambassadeurs, c'est-à-dire les enlever sur le territoire ivoirien. Ils n'ont qu'à être ambassadeurs quelque part là-bas. On ne veut plus les voir au sein de notre armée ivoirienne. Et prendre les nouveaux élèves ivoiriens qui ont eu le diplôme récemment, nommer-les au sommet des différents groupes militaires. Ils vont diriger ces militaires. Je vous dis bien, les nouveaux élèves qui n'ont pas de parti pris, c'est-à-dire qui ne se sont jamais montrés favorables à un leader politique quelconque, qui viennent des écoles, oui, de la Côte d'Ivoire, il faut les nommer au sommet de l'armée ivoirienne. Ce dernier, il ne va pas être corrompu. Il va d'ailleurs se mettre au travail pour qu'on puisse l'approuver et chercher encore à le grader. Donc chacun va essayer de travailler à sa manière pour montrer sa loyauté à notre nation ivoirienne. Il ne va pas être à la disposition
d'un leader politique, mais il doit être à la disposition de notre nation. Et avant de les nommer, on doit mettre cela dans leur tête. Et quand ils viennent, ils vont essayer de diriger les différents groupes armés de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, une fois ces gens-là radiés, les militaires qui n'ont pas suivi les études, il faut, je n'ai pas dit de chasser les militaires, les petits militaires, il faut les reprendre pour les éduquer, les rééduquer. Parce que si on veut avoir une armée forte, il faut des procédures. Ce n'est pas facile, mais il le faut. Il faut un sacrifice du fond. Il faut les reprendre pour les rééduquer, même si c'est pour les éduquer au sein de leur caserne, on peut amener des profs ou bien des insisteurs pour aller leur donner des coups sur l'armée. Oui, des coups. Comment une armée doit faire? Le respect d'une armée. Oui, des soldats, ils doivent faire quoi? Ils doivent obéir à qui? Ils sont là pour qui? Ils ne sont pas là pour qui? Voici ce qu'il faut leur dire. Parce qu'ils ne sont pas éduqués, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Eux, ils pensent qu'ils sont au service des leaders politiques, des hommes politiques. Donc, ils font ce qui leur semble bien. Non. Il faut leur dire aussi que non, ils ne sont pas ceux. Et que eux, ils ont la chance d'intégrer l'armée. Mais par contre, il y a d'autres qui cherchent cette occasion qui ne l'ont pas. Ah oui, ils n'ont pas cette occasion. Donc, si tu as eu la chance d'intégrer cette armée, il ne sera pas la peine de revendiquer matin, midi, soir en réclamant des millions. Parce que lui, qui n'a pas eu la chance, il n'a pas un salaire mensuel. Toi, par contre, tu as un salaire mensuel. Toi, par contre, tu as le droit d'avoir une maison baillée. Toi, par contre, tu as le droit d'avoir un sac de riz chaque fin du mois au nom de l'État. Toi, par contre, tu as le droit d'avoir des viandes de kilo, voilà, au nom de l'État. Et donc, ça déjà, c'est déjà une grâce. Et toi, par contre, quand tu mets un enfant au monde, il est payé. L'enfant est payé, je ne sais pas si c'est à 5 000 francs CFA ou bien 25 000 francs CFA. Voilà, quand tu mets un enfant au monde. Donc, au sein de l'armée, c'est comme ça. Mais par contre, l'autre qui n'a pas adhéré à l'armée, il n'a pas cette occasion. Donc, il faut rester tranquille. Et le gouvernement devrait prendre les initiatives pour augmenter un peu les salaires des militaires, de tous ceux qui sont voilà, dans l'armée, que ce soit les gendarmes et tout ça, il faut augmenter leur salaire. Au moins, si on augmente ça de 20 000 francs CFA, ce n'est pas mauvais. 20 000 francs CFA sur chaque truc militaire. S'il recevait 90 000 et qu'on met 20 000, ça va lui faire 110 000. Il sera épanoui parce que lui-même, il ne paye pas maison. Donc, c'est 110 000 francs. Ça va l'aider. Et voyant les enfants, le nombre des enfants qu'il va faire, plus le salaire de ses enfants, il peut s'en sortir un peu. C'est en Afrique. Donc, il peut s'en sortir. Voilà ce qu'il faut faire pour essayer de mettre de l'ordre. Une fois cela, parce que s'il n'y a pas des généraux qui sont des généraux manipulateurs, s'il n'y a pas des généraux qui ont déjà des partis pris, vous allez voir, ils vont désarmer tout de suite. Ils vont désarmer. Ceux qui sont armés, ils vont désarmer. Ils vont désarmer. Et ils ne vont plus faire des grèves de la manière dont ils ont l'habitude de le faire. Non, ils vont respecter l'ordre public. Il faut les enseigner. Il faut changer tous ceux qui sont à la tête de l'armée ivoirienne. Il faut les changer parce que eux là, ils sont déjà des traîtres. Et un traître reste un traître. Ah oui, un traître reste toujours un traître. Ils ont déjà des amis politiques. Ils ont la facilité de faire des coups d'État. Ils ont la facilité de faire les rébellions. Donc, il faut les changer pour mettre des nouvelles têtes au sommet de l'État, des trucs de l'armée ivoirienne. C'est très important. C'est très, très important. OK. Par contre, le dispositif militaire dans notre pays, comment il faut faire pour éviter encore les rébellions? D'ailleurs, vers le nord, en commençant par le centre jusqu'au nord, nous savons que toujours en Côte d'Ivoire, la rébellion quitte de ce côté-là. Et parfois, il y a des attaques du côté du Libéria, vers l'ouest. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de faire le dispatching militaire sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Mais en faisant ça, il faut faire quoi? C'est-à-dire, au nord, il ne faut pas mettre des généraux qui vont diriger les casernes qui sont au nord, les groupes militaires qui vont se déployer au nord. Il ne faut pas mettre des généraux venant du nord. Non. Parce que là, si tu les mets, ils auront la facilité de faire un coup d'État. Il faut mettre des gens venant de d'autres régions, mais pas au centre et pas au nord. Ah oui. Et les personnels qui vont opérer au nord et au centre,
doit être mélangé. C'est-à-dire, si il doit avoir 1000 soldats qui doivent être déployés au nord de la Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, dans les 1000 soldats, il doit avoir 300 soldats, non 10, et 700 soldats venant des autres régions de la Côte d'Ivoire, particulièrement à l'ouest, à l'est, au sud. Ils doivent quitter là-bas pour aller là-bas. Donc, là, ça va apaiser les tensions. Personne ne va encore faire un coup d'État. Et lui qui va les diriger, il doit être un commandant ou un général d'une autre région, de l'ouest, ou bien de l'est ou du sud. Et il faut renforcer les matériels militaires. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'une attaque rebelle vienne de n'importe où et puis bon, ils prennent les casernes en otage. Non. Il faut renforcer le dispositif militaire au nord pour empêcher les coups d'État, pour empêcher les révoltes, la rébellion. Donc, on doit amener beaucoup de matériel de guerre. Les casernes doivent être étoffées. Ah oui, on doit blinder là-bas. Il faut mettre des chars de guerre, il faut mettre des armes sophistiquées pour que ceux-là puissent être en position de force pour défendre au cas où le pays est attaqué là-bas, au cas où un groupe d'individus veut faire une rébellion pour que ces groupes-là soient maîtrisés immédiatement. Ah oui, donc voici ce qu'il faut faire. Concernant à l'ouest, vers la frontière ivoiro-libérienne, il faut aussi déployer les membres c'est-à-dire les militaires doivent être, ceux qui vont venir du nord et du centre, doivent être nombreux que ceux qui vont quitter dans les autres régions pour surveiller de l'autre côté du nord, de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Si on doit amener 1000 soldats ivoiriens, il faudrait que dans les 1000, il y ait au moins 300 soldats venant du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Maintenant, les autres, ils doivent quitter au centre et au nord. Et ensemble, les 700 autres, et compléter pour faire la sécurité de l'ouest. Concernant vers l'est, pour surveiller la frontière ghanéenne, il faut aussi déployer les soldats. Il faut aussi utiliser les soldats du nord, du centre, de l'est, de l'ouest. Mais ils doivent avoir le même nombre. Voilà, si c'est 1000 soldats qui doivent surveiller à la frontière, tu prends au moins 200 soldats du nord, 200 soldats du centre, 200 soldats de l'ouest, 200 soldats de l'est et d'autres soldats. Voilà, on peut essayer de faire pour essayer de garder, mais il doit avoir le même nombre. Personne ne doit dépasser. Voilà, le nombre de telle région ne doit pas, des éléments venant de telle région ne doit pas être nombreux que les autres. Voilà, il doit avoir la même égalité de personnes qui doivent rester là-bas pour surveiller la frontière de l'Est. Maintenant, concernant Abidjan, ceux qui doivent être au sommet des différents groupes militaires, ce sont des nouvelles personnes, une nouvelle jeunesse qui doit diriger les militaires, gendarmes, policiers, eaux et forêts, douaniers, marins et tout ça. Donc, dans ces personnes-là, garde républicaine, si on nomme un élément de l'ouest, du nord, en tant que le commandant de la GR, de la garde républicaine, son adjoint doit quitter ailleurs. Il ne doit pas être du nord encore, non. C'est-à-dire, si le supérieur est du nord, l'adjoint doit être d'une autre région opposée au nord, soit du sud, soit de l'est, soit de l'ouest. Donc, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça les opérations doivent se diriger. Maintenant, s'il y a un qui est marin, le patron des marins, s'il vient de l'ouest, l'adjoint doit être du centre ou du nord. Si celui d'Agban, il est de l'est, l'adjoint doit être du nord ou du centre. On doit avoir l'équilibre de la force au sein de l'armée pour éviter toutes sortes de rébellions. Pour éviter toutes sortes de rébellions.
Voici ce qu'il faut faire. La personne ne peut avoir une influence sur quoi que ce soit pour donner l'ordre, se permettre de faire n'importe quoi. Non. Aucune caserne ne va se lever pour dire on va faire un coup d'État. Parce que si une caserne se lève et que les autres casernes ne sont pas d'accord, le patron de cette caserne sera tout de suite maîtrisé. Et il sait, on va l'amener à la DST. Et à la DST, ceux qui doivent être les chefs de la DST, il faudrait que si le chef il vient du sud, l'adjoint il vient aussi du nord ou du centre. Voilà comment on doit constituer notre armée pour avoir une armée forte, une armée bien disciplinée, une armée qui est là pour le peuple et non pour les leaders politiques. Ça, j'en ai fini avec l'armée. Comme ça, on peut obtenir une discipline militaire dans notre pays. Et j'aimerais encore lancer un message à nos hommes politiques. Évitez, quand vous êtes dans l'opposition, évitez de promettre à la société civile de l'argent ou bien une aide matérielle pour dire si vous me soutenez une fois au pouvoir, je vais vous donner tant, je vais vous donner tant. Les fausses promesses font que les gens ils deviennent des rebelles, ils se rebellent contre vous. Les gens ils terrorisent le reste du peuple ivoirien. Évitez de promettre aux gens ce que vous n'avez pas. Si tu as quelque chose et que tu sais que tu vas faire, il faut regarder tes moyens et regarde le nombre de personnes que tu promets. Est-ce que tes moyens peuvent suffire ceux à qui tu promets ou bien ça ne peut pas suffire. Si cela ne peut pas suffire, il sera la peine. Il ne sera pas la peine de faire ces genres de promesses parce que ça amène le désordre. La promesse que les hommes politiques en Côte d'Ivoire doivent avoir, c'est le discours politique, les projets, le plan de gouvernement, la vision. Quelle est la place de la société civile en Côte d'Ivoire? Quelle est la place des handicapés? Quelle est la place des vieilles personnes? Quelle est la place de ceux qui se jettent dans le secteur agricole, bon, en général, le secteur informel? Quels sont leurs trucs? Quelle est la place de ceux-là? Ce sont les paroles qui vont rassurer à ceux-là de se mettre derrière vous et non les manipulations. Arrêtez de manipuler le peuple. Nous sommes assez grands, on ne veut plus de manipulation. Ça, je laisse. Maintenant, je reviens du côté de Affi N'Guessan et Aboudraman Sangaré. Nous voilà en Côte d'Ivoire, on voit les différents partis politiques divisés. Le FPI est divisé, il y a toujours des frondeurs dans n'importe quel parti politique. Le COGEP, il y a la fronde au COGEP, il y en a au FPI, il y en a au RDR, il y en a au PDCI. Et donc, avec ça, les gens, ils veulent bâtir un pays émergent, mais on ne peut pas. Et, on ne sait même plus où se trouve la place de la société civile, parce qu'il n'y a pas de société civile. Les hommes politiques nous utilisent, ils nous manipulent pour que la société civile elle-même devienne des partisans. Et ce n'est pas bien. Raison pour laquelle il n'y a plus la voix de la société civile. Tout le monde est devenu politicien, tout le monde est devenu partisan. Donc, pour se mettre dans une place neutre pour juger, tu ne peux plus. Parce que là, toi qui devrais être un membre de la société civile, tu es partisan. Donc, même si le mal est là, tu n'arrives même plus à voir. Tu n'arrives même plus à ouvrir tes yeux. Parce que tu deviens un fanatique. Tu deviens émotionnel. Voilà, donc avec ces genres de vision, une telle mentalité, la Côte d'Ivoire ne peut pas évoluer. Donc il faut quitter là-dedans. Essayons de nous arracher des griffes des hommes politiques et essayons de nous mettre à la place de la société civile. C'est quelqu'un qui n'a pas de parti pris, mais c'est quelqu'un qui observe les hommes politiques, qui va dans les urnes, qui élit son leader politique lors des élections présidentielles, ou bien de la députation, ou bien de la élection municipale. Ce sont les idées qu'il faut regarder, la vision, et non être un fanatique. Donc, Aboudraman Sangaré, regardez, moi, je vois beaucoup d'Ivoiriens, ils dénoncent le procès
de la CPI pour dire c'est un procès politique, procès de la honte. Ok, c'est pas parce que nous ne connaissons pas le mal en Côte d'Ivoire, ou bien l'emprisonnement de Laurent Gbagbo, c'est pas parce que les Ivoiriens n'ont pas compris. Ils ont compris en quoi est-ce que, ou bien ils ont compris que ce procès n'est pas vraiment une vraie justice, mais c'est un procès politique. Et quand tu connais le mal, mais il faut chercher maintenant le médicament pour soigner. Mais tu ne peux pas connaître le mal et ignorer ce mal, mais ce mal va se gangréner et ça va te ronger. Et même, parfois même, te ôter la vie. Alors, et ce procès, ôter la vie à ces gens-là, c'est de les emprisonner. Ou bien, c'est de leur donner la mort à la CPI. Alors, avant que cela n'arrive là, il faut chercher déjà le médicament pour guérir ce mal. Et ce mal, si vous reconnaissez réellement que c'est un procès politique et non une justice équitable et non, voilà, une justice de droits de l'homme, vous devez comprendre dès lors que le procès est politique, il faut entamer aussi les démarches politiques. Ce n'est pas nous, la jeunesse ivoirienne, qui allons faire cela. La jeunesse ivoirienne soutient des hommes politiques parce que les hommes politiques, ils nous ont fait de leurs trucs, de leurs cibles, de leurs trucs esclaves. Voilà. Donc, nous, parfois, je peux dire la jeunesse ivoirienne est devenue l'esclave des hommes politiques. Donc, ce n'est pas les esclaves qui vont négocier à la place des patrons. Ah oui, nous avons des patrons. Et ces patrons-là, ce sont les leaders des différents partis politiques. Alors, vous avez su, ou bien vous avez détecté que ce procès, c'est un procès de la honte, c'est un procès politique, mais à vous d'entamer la politique, les discours politiques. Parce que ce procès n'appartient plus aux Ivoiriens, ça appartient maintenant à la communauté internationale. Ça appartient aux grandes élites internationales. Ça appartient aux grandes puissances internationales. Alors, vous qui êtes les leaders, vous êtes mieux placés parce que vous représentez des partis politiques. Vous pouvez vous exprimer face à ces élites en tant que qui? En tant qu'un représentant d'un parti politique, ou bien en tant qu'un président d'un parti politique, ou bien en tant qu'un leader d'un parti politique, ou en tant qu'un président de la République d'un pays. Alors, mais vous restez là, vous ne voulez pas entamer le dialogue, vous ne voulez pas dialoguer, vous ne voulez pas suggérer des solutions pour trouver vraiment une sortie de crise ivoiro-ivoirienne. Et c'est un peu malheureux. Moi, je vois la différence entre Afri N'Guessan et Aboudraman Sangaré. La différence est quoi? C'est que Afri N'Guessan, lui, son combat, il n'a pas trop mis son combat du côté de Laurent Gbagbo pour dire si Laurent Gbagbo ne sort pas, je ne fais pas, je ne vais pas faire la politique. Si Laurent Gbagbo ne sort pas, je ne pisse plus. Si Laurent Gbagbo ne sort pas, je ne mange plus. Si Laurent Gbagbo ne sort pas, je ne travaille pas. Si Laurent Gbagbo ne sort pas, je m'en fous des Ivoiriens. Afri N'Guessan, sa politique n'est pas comme ça. Lui, par contre, je vois sa politique, sa ligne politique. C'est un politicien qui est du côté du peuple ivoirien, qui n'est pas trop fanatique d'un leader politique, ou bien qui n'est pas trop fanatique de Laurent Gbagbo. Mais il envisage en même temps la libération de Laurent Gbagbo, mais il ne demande pas, ou bien il ne se dit pas, sans la libération de Laurent Gbagbo, moi, Afi, je ne travaille plus. Sans la libération de Laurent Gbagbo, les Ivoiriens, faut plus ils vont travailler sans la libération de Laurent Gbagbo. Il ne faut pas que la Côte d'Ivoire va retrouver la paix, ou bien il ne faut pas que le pays soit gouverné et tout ça. Non, lui, sa vision, c'est différent. Elle est différente de celle de M. Aboudraman Sangaré. Et donc, je pense que si les Ivoiriens, réellement, ils pensent que Laurent Gbagbo est au-dessus de la Côte d'Ivoire, qu'ils nous le disent. S'ils pensent que Alassane est au-dessus de la Côte d'Ivoire, qu'ils nous le disent. S'ils pensent que Bédier est au-dessus de la Côte d'Ivoire, qu'ils nous le disent. Mais je pense qu'ils ne sont pas au-dessus de notre nation. Ils ne sont pas au-dessus de tous les Ivoiriens, mes frères. Détrompez-vous, la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. L'homme passe, le pays reste. L'homme naît, trouve le pays, il meurt, le pays reste. Le pays est éternel, mais l'homme est mortel. Il n'est pas immortel. Seule ton âme. Mais quand tu vas mourir, ton âme ne va pas rester au sein de ton pays. Ton âme ne va pas rester, ou bien ton esprit ne va pas rester dans ton pays. Ton esprit pas ailleurs.
et non dans ton pays. Tu es un missionnaire sur cette terre. Tu es un immigré dans le monde mensonger dans lequel nous vivons, c'est-à-dire la planète Terre. Tu es un immigré. Nous sommes tous des immigrés. Nous ne devons pas être encore des esclaves des hommes politiques. Eux, ils vont mourir, notre pays va rester. Pendant que nous vivons et pendant que nous savons que nous allons laisser des héritiers qui vont nous suicider, on devrait se mettre au travail, mes frères. Quant à la politique de M. Aboudraman Sangaré, lui, c'est un politicien, il s'en fout des Ivoiriens. Il s'en fout de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas son problème. Que l'Ivoirien meurt de faim, que l'Ivoirien il ne travaille pas, que l'Ivoirien est agressé chaque jour, il s'en fout. Que le pays soit un pays gouverné, il s'en fout. Que le pays soit un pays de désordre, il s'en fout. Lui, son combat, c'est Gbagbo ou rien. Voilà la politique d'Aboudraman Sangaré. Lui, son combat, c'est Gbagbo ou rien. C'est-à-dire, sans Gbagbo, lui, Sangaré ne peut pas faire la politique. Il milite pour la cause de Laurent Gbagbo, mais à une manière bizarre. Il n'est pas même sur la bonne voie d'ailleurs. Parce qu'il milite, il voit que Laurent Gbagbo, sans Gbagbo ou rien. Mais il n'est pas sur la bonne voie, il est sur une fausse voie. C'est-à-dire, il est sur une voie où il ne dialogue pas, où il ne s'approche pas des personnes qui peuvent aussi l'aider à libérer Laurent Gbagbo. Parce qu'en politique, c'est ça. Il faut avoir des relations qui peuvent te permettre de rapprocher ou bien d'aller faire comprendre ton ennemi, de libérer l'un de tes proches. C'est ça. Mais quand tu ne veux pas de dialogue, tu ne veux pas te rapprocher des grandes personnalités qui peuvent aussi t'aider à libérer ton ami, mais tu es sur une mauvaise voie. Et c'est sur cette voie Sangaré est. Maintenant, comme les Ivoiriens, ils sont des esclaves, des hommes politiques, je comprends pourquoi Sangaré a la popularité en Côte d'Ivoire, du côté de l'opposition. Il a la popularité parce que nous sommes des esclaves et nous sommes des fanatiques des hommes politiques. Donc les Ivoiriens, ils sont fanatiques de Ouattara, ils sont fanatiques de Bédier, ils sont fanatiques de Gbagbo. Et donc, le fait de prononcer le nom de Laurent Gbagbo, oh, tu as gagné la gloire, tu es un Dieu pour eux. Et on doit quitter dans ces genres de choses. On doit quitter dans ces genres de choses. L'opposition, d'ailleurs, devrait essayer de causer avec le pouvoir en place. Pour moi, c'est très important. Il faut causer avec le gouvernement en place. Le dialogue, seul le dialogue peut permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver sa sécurité. C'est très important, mes frères. Le dialogue peut permettre aux Ivoiriens de travailler, quelle que soit l'ethnie, d'où tu viens, l'ethnie que tu es, tu peux travailler, tu peux avoir ta place dans le gouvernement ivoirien ou bien même dans le secteur public, tu peux avoir aussi ta place. Mais quand on refuse de discuter, alors l'autre aussi, il est sur ses gardes. Il se dit, lui qui refuse de discuter avec moi, lui qui ne veut même pas m'écouter, est-ce qu'il n'a pas une arrière-pensée? Est-ce qu'il n'a pas des projets de me déstabiliser? Dans ce cas, je ne peux pas insister à dialoguer avec eux. Je ne peux pas insister à leur tendre la main, mais plutôt je vais être catégorique. Je ne peux pas leur donner le temps de faire quoi que ce soit. Parce que toute manifestation que l'opposition va faire, le pouvoir en place va penser que c'est pour déstabiliser son pouvoir. Raison pour laquelle vous manifestez. Donc, le pouvoir en place, tout de suite, réagit violemment, attraper tous ceux qui sont au devant de cette manifestation pour les mettre en prison sans jugement. Et donc, ne vous trompez pas, ne vous étonnez pas de voir les membres de l'opposition remplis dans les geôles de la Côte d'Ivoire. C'est parce que l'opposition ne veut pas le dialogue, l'opposition ne veut pas suggérer. Parce que le pouvoir qui est là, eux qui sont autour de Ouattara, ce n'est pas des génies. Hein. Ils sont des humains comme nous, ils réfléchissent comme nous. Ah oui, ils réfléchissent. Ils ne sont pas les meilleurs de la Côte d'Ivoire, jamais, détrompez-vous. Ce n'est pas eux les plus intelligents.
c'est parce que c'est eux qui ont été sélectionnés. Mais cela ne veut pas dire c'est eux qui sont compétents ou bien capables ou bien les plus intellectuels du pays. Jamais. Il y a plusieurs intellos en Côte d'Ivoire qui peuvent mieux faire que ceux-là. Mais en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue. Donc chacun, quand il vient au pouvoir, il choisit ses propres amis. Même si tes amis sont des gens, des tonneaux vides, des illettrés, tu es obligé de les choisir pour les mettre autour de toi. Parce que, pour ne pas que ces gens-là te disent demain, non, on a mené la lutte ensemble, il est là, il me laisse, il ne me nomme pas hein, à un poste clé. Non. La Côte d'Ivoire n'est pas une secte d'un leader politique. La Côte d'Ivoire est pour les Ivoiriens. Et donc, on ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire comme un petit village. Non, la Côte d'Ivoire est un gros village. Donc, ce n'est pas un petit village, c'est un gros village. Et quand tu deviens chef du village, d'un gros village, il faut savoir gérer ce village pour ne pas que les habitants de ce village s'énervent parce que ce village n'appartient pas à une seule famille. Il y a plusieurs familles dans un village. Raison pour laquelle je dis la Côte d'Ivoire est un gros village, il y a plusieurs ethnies en Côte d'Ivoire. Donc, il faut gérer la Côte d'Ivoire de la manière tu vas la gérer et que d'autres ethnies ne puissent pas se sentir frustrées. Voilà, il faut gérer la Côte d'Ivoire comme ça. Quand tu es chef du village, d'un gros village, il faut gérer le village pour ne pas que certaines familles de ce village se sentent frustrées. C'est très important dans la vie politique ivoiro-ivoirienne. Mais en Côte d'Ivoire, c'est tout à fait le contraire. On ne veut pas dialoguer. Il n'y a même pas, la place des religieux dans la vie politique ivoirienne, la place de la société civile dans la vie politique ivoirienne. Les religieux, ils sont devenus des partisans des leaders politiques. La société civile a été fragilisée. Il n'y en a plus. En Côte d'Ivoire, on n'en trouve même plus de société civile. Tout le monde est devenu politicien. Tout le monde a maintenant des partisans. Comment est-ce qu'une nation peut évoluer? Or, chez les grandes puissances, ils ont mis des systèmes en place pour que le pouvoir, parce que quand tu gouvernes pour qui? Tu gouvernes pour tout le monde. Tu ne gouvernes pas pour ton parti politique et tes partisans seulement. Tu gouvernes non pas seulement pour tes partisans, pour l'opposition et pour la société civile, ainsi que toutes les trucs, tous les religieux. Je te fais signe, s'il te plaît. Je te fais signe, je suis en direct. Donc, c'est comme ça. Il faut donner la place de chacun. Il faut permettre à tout le monde de débattre. Le débat politique doit être au premier plan de nos leaders politiques. Ils doivent donner la chance à la société civile parce que quand vous gérez, les problèmes, les conséquences tombent sur nous directement. Ce n'est pas vous, parce que vous êtes payé à des millions. Donc, la misère que le peuple et les citoyens subissent en Côte d'Ivoire, ou bien subissent, ce n'est pas vous que cela concerne immédiatement. Parce que vous ne voyez pas la misère. Quand tu as de l'argent, quand il y a la pauvreté, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Quand quelqu'un dit, ah, aujourd'hui même, je n'ai même pas encore touché 5 francs. Tu rigoles, tu dis non, il rit. Parce que toi, dans ton compte bancaire, il y a des milliards, des millions. Donc, quand quelqu'un dit même 25 francs, il n'a pas encore touché ça, il n'a même pas goûté quelque chose. Tu penses qu'il plaisante, mais c'est la vérité. Il n'a pas goûté parce qu'il n'en a pas. Mais donnez la chance à cette société civile. Et cette société civile devrait avoir un représentant. Un représentant qui devrait parler au nom de la société civile. Et même, pourquoi pas, aller sur le terrain pour interviewer les gens, micro-trottoir, pour demander l'avis de certaines personnes. Pour ne pas que les gens se sentent frustrés, il faut faire l'interview de trucs comme micro-trottoir pour voir, même allez-y dans les villages, les gens, ils vivent comment? Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce qu'ils ont leur vision. C'est tout ça, c'est ensemble on peut gouverner le pays. On met un leader au sommet de l'État ivoirien, mais c'est tous les Ivoiriens qui doivent gouverner le pays. Et c'est avec la vision de chaque Ivoirien que le chef de l'État ou bien le président de la République peut essayer d'améliorer encore sa vision politique pour dire, ah, mes pensées étaient comme ça, mais comment?
voyant le cas de mon peuple, c'est comme ça. Ah, donc, avec leurs interviews qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vivent, leur misère, ils doivent expliquer cela. Qu'est-ce qui manque au peuple? Le peuple doit s'exprimer. Le peuple a besoin de quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et avec les interviews, le gouvernement doit faire une réunion immédiatement pour prendre des décisions. Comment faire pour satisfaire ce peuple? Comment faire pour réunir les conditions pour ne pas que, ou bien pour ne plus que le peuple subisse ce genre de choses? Voilà ce que c'est qu'un gouvernement. Maintenant, on étouffe le peuple. C'est le président et ses ministres qui prennent toutes les décisions concernant le peuple. Le peuple n'a rien à dire là-dedans. Mais non, moi, si j'ai un problème, toi le président, tu ne le sais pas. Est-ce que si tu ne me demandes pas, tu ne peux pas savoir le problème que j'ai? Si ma région a un problème, tu ne me demandes pas, tu ne peux pas savoir. Ce n'est pas le maire qui va prendre la décision au nom de trucs. Non, le maire, il a été élu par ses propos. Maintenant, une fois au pouvoir, une fois maire, s'il ne fait pas ce qu'il avait promis au peuple, mais à vous, le gouvernement, d'aller là-bas, interviewer les gens, pour leur demander. Non, on n'a pas encore vu ça, c'est ça qui nous manque. Maintenant, le maire, vous allez demander des comptes au maire. Peut-être vous avez donné de l'argent au maire pour régler ce problème et il n'a pas encore fait cela. Mais si vous ne demandez pas au peuple, comment vous pouvez savoir que le maire a fait cela ou bien il n'a pas fait cela? Voilà les choses. Ou bien sur le marché, quand le maire il s'en va distribuer les tickets chaque jour de marché, combien il soutient les vendeurs de marchandises et tout ça, il prend combien? Il donne le ticket au prix de combien de francs CFA? Si c'est trop élevé, vous pouvez dire, monsieur le maire, tu es venu, ce n'est pas pour te rendre riche dans les marchés qui sont dans ta ville. Tu es venu pour travailler et vous pouvez rectifier certaines choses. Maintenant, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle moi, j'appelle la jeunesse ivoirienne à prendre conscience. On a été beaucoup manipulé dans cette histoire de la politique ivoirienne. Nous devons savoir que les hommes politiques, ils ne sont pas au-dessus de notre pays. Ils ont été comme toi d'ailleurs, ils ont souffert. À un moment donné, ils ont eu des projets, ils ont eu une vision brillante et ils ont décidé de créer leur parti politique à travers leurs idées. À travers leurs idées, ils ont réussi à mobiliser une partie du peuple ivoirien et le peuple ivoirien a fait bloc derrière eux. Alors toi qui es là, tu es intellectuel, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as l'art de la parole, tu as des diplômes, même si tu n'as pas de diplôme, et que tu as une bonne vision pour le pays, quelle est ta part de responsabilité? Est-ce que tu es là pour être toujours un esclave d'un leader politique? Mais toi, si ça ne va pas dans ton pays, mais tu es né aussi pour sauver ton pays, mon frère et ma soeur. Tu es né pour sauver ton pays. Tu as une mission à faire. Ta mission, ce n'est pas d'être esclave. Tu as été esclave pendant longtemps de l'homme blanc. Maintenant, il faut être un leader. Tu es né pour être un leader. Tu n'es pas né pour être esclave toujours. Tu n'es pas né pour être toujours un esclave. La jeunesse ivoirienne doit se mobiliser pour se mettre ensemble pour dire, à partir d'aujourd'hui, comme nos hommes politiques, ils sont divisés, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ça fait bientôt 18 ans que ça perdure. Et on ne sait plus comment faire. Notre peuple souffre. Et nous, il y a longtemps, on les soutient, mais ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Ils n'arrivent pas à dialoguer entre eux. À un moment donné, ça suffit. Parce que quand tu pardonnes deux personnes qui se battent et qui ne veulent pas accepter ton pardon, il faut les laisser. Laisse-les et pars. Pars, il faut les laisser. S'ils veulent, ils n'ont qu'à s'entretuer. Il faut les laisser. Donc, quand je dis il faut les laisser, c'est-à-dire, on doit laisser les Dramane, les Gbagbo, les Béguir. Si les trois, ils sont trop fâchés, ils veulent s'entretuer, ils n'ont qu'à aller sur un ring. Ils vont se boxer. Le plus fort, là, ils sont victorieux. Mais nous, en tant que peuple ivoirien, on doit s'unir et on laisse ces politiciens, on les laisse à l'écart. Eux, ils sont comment et puis nous, on est comment. Ils sont déterminés. Non? Si tu les supportes, c'est que tu es déterminé. Si tu as compris leur vision et qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils t'avaient promis, et que toi,
tu as la rage, tu veux obtenir cette chose, mais à toi de prendre la relève. Parce que tu vois que lui, il a promis ça, il avait des bonnes idées, et qu'il a fait l'échec. Il n'a pas été capable d'aller au bout de ses idées, il a été trompé et tout. Maintenant, toi qui as approuvé ses idées, toi qui vois que ses idées étaient des bonnes idées, mais le monsieur, il n'a pas pu le faire, à toi de relever le défi. Tu le peux. Maintenant, tu ne peux pas rester là pendant tout ce temps à clasher tes propres frères ivoiriens, à crier, à insulter. Non, il faut à un moment donné une politique d'une bonne vision, la politique de la lucidité, la politique de la compétence et non la politique verbale incendiaire. Une politique ignorante. On doit cesser de faire ces genres de politique. On doit cesser de vagabonder derrière les hommes politiques. Nous ne sommes pas des vagabonds partisans. On doit comprendre l'enjeu politique de notre pays. Et c'est ce que je tenais à dire. Toi, vous êtes en Occident, vous voyez le système occidental. Vous qui êtes en Amérique, vous voyez le système américain, le système social américain, le système social occidental, le système social partout où vous êtes. Vous voyez, vous savez que c'est différent de la Côte d'Ivoire. Tu as la rage, tu veux changer les choses. Mais tes hommes politiques, dont tu es l'esclave, ils n'arrivent pas, ou bien ils ne parviennent pas à changer les choses. Et toi, tu es là, tu les suis. Mais est-ce que quand ceux-là ils vont venir au pouvoir, parce qu'ils ont été au pouvoir, ils ne t'ont pas écouté, est-ce que ce que toi, tu voulais que ton pays soit, c'est ce que tes leaders ont rendu le pays? Non. Ils ont rendu notre pays un pays formateur de rebelles, un pays formateur de guiades, un pays désordonné, un pays ingouverné, et tout ça, on ne peut plus les suivre, mes frères. Quand tu vois le système ici, ça t'arrange. La vie sociale te permet de bien vivre. La société civile a aussi une parole. Il y a des chaînes privées sur lesquelles les membres de la société civile ou bien de l'opposition peuvent aller pour essayer de critiquer le pouvoir, afin que le pouvoir en place comprenne. On ne critique pas avec des injures, mais on critique avec une sagesse. Oui, et donc, si tu vois que ce n'est pas le cas dans ton pays, et que tu es trop fâché, mon frère, pourquoi ne pas essayer de mobiliser les gens pour dire on veut apporter ce que nous avons appris ici. On vient pour apprendre. On ne vient pas pour apprendre et s'asseoir sur ce qu'on a appris et devenir esclave toujours. Babola, quand il a fait la France, il a appris. Il est parti, il est devenu leader. Vous comprenez? Alassane, là, quand il est sorti de l'Afrique, il a été en Amérique, il a appris. Il est revenu, il est devenu leader. Bédier lui-même, il a appris en Europe, il est reparti, il est devenu leader. Blé Goudé, il a appris en Europe, il est reparti, il est devenu leader. Toi, tu sors de l'Afrique, tu viens en Europe, tu as une autre vision des choses et tu préfères devenir esclave. Mon frère, arrête. Arrête. Il faut changer les données. Il faut changer la démarche politique ivoirienne. Et tu peux le faire. Tu peux le faire, tu as la capacité de le faire. Mais à moins que tu prennes ton courage en main et cesser de devenir un fanatique. Oui, un émotionniste. Il faut cesser de l'être et de prendre les vraies décisions pour dire la vie de la Côte d'Ivoire appartient à la jeunesse. Et c'est à la jeunesse de gouverner la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à la jeunesse de lécher encore les cuits des vieux. Non, jamais. Toi, tes bébés lèchent tes cuits, ton cuit. Et toi, tu lèches cuit des vieux. Mais arrête quand même. Tu es un leader. Le jeune, la force d'un jeune, on ne peut pas comparer ça à la force d'un vieux. Le vieux, il ne peut pas s'arrêter avec un jeune verbalement parce que le vieux, il est déjà affaibli. Toi, tu as des paroles fraîches. Tu es jeune, tu as une force physique. Tu as des idées fraîches. Tu peux apprendre certaines choses vite. Mais le vieux, il a appris beaucoup de choses, mais il est corrompu. Il ne peut plus tenir. Verbalement, il ne peut pas. Le vieux, on peut l'effrayer facilement. Mais toi, tu es un jeune courageux. Tu es prêt à aller sur tous les fronts. Pourquoi ne pas devenir leader pour sauver ta nation? Donc, ce appel était cela. Alassane Ouattara,
Ce message aussi, j'aimerais m'adresser au président ivoirien Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il doit faire preuve d'un leader. Il ne peut pas rester là, devenir un orphelin politique. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas digne de voir Ouattara se comporter de la sorte. Il gouverne le pays avec ses amis. Il pense qu'en Amérique, si les Américains ils avaient un système comme ça, c'est-à-dire gouverner un pays, nommer tous ceux qui sont les amis du leader ou bien du président américain, lui, Alassane, il pouvait avoir la chance de travailler au FMI. Mais ils allaient dire Alassane, il n'est pas un Américain d'origine, donc on ne te donne pas l'occasion de travailler au FMI. Mais ils t'ont donné la chance de travailler au FMI parce que ceux-là, ils ne recrutent pas par famille, ils ne recrutent pas par amis, ils recrutent par compétence. Raison pour laquelle ils t'ont nommé là-bas. Tu étais directeur adjoint du FMI. Alors, aujourd'hui, si tu gouvernes la Côte d'Ivoire et que tu recrutes par amitié, tu recrutes par famille, mais ton pouvoir ne peut pas. Parce que ceux que tu recrutes, ils se disent que vous vous connaissez, vous êtes des amis, donc eux, ils ne vont pas travailler. Ils ne travaillent pas, ils ne vont pas te respecter. S'ils ne te respectent pas, ils savent que tu ne peux rien leur faire. Parce que vous vous connaissez il y a longtemps. Vous vous connaissez. Tu ne peux pas avoir une influence sur eux. Non, jamais, jamais de la vie. Imaginez Amadou Gon Coulibaly, les Ahmed Bakayoko, les Soro, tu vas leur dire quoi, ils vont t'écouter même. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Et puis ils vont t'écouter. Les Donvaï, tu vas leur dire quoi, ils vont t'écouter. C'est des gens qui te connaissent il y a longtemps. C'est comme, tu es comme leur père de famille. Donc, quand ils leur parlent, ils sont têtus, ils ne vont rien faire. Et il y a beaucoup comme ça qui sont dans le gouvernement. Il y a beaucoup qui prennent Alassane comme papa. Donc, ils foutent la merde. Un enfant, il prend l'argent de son père. Son père, il ne va rien faire. Et c'est ce qui est dans leur tête. D'ailleurs, ils passent leur temps à dire Alassane est notre père. Alassane est notre père. Donc, ne soyez pas surpris quand les militaires se comportent comme ça. Quand l'armée est désordonnée, parce que c'est militaire dans leur tête. Les généraux, les commandants et tous ceux qui sont les agents qui sont au sein de l'armée ivoirienne se disent Alassane est leur papa. Donc, ils font n'importe quoi. De la manière, certains enfants ne respectent pas leur papa, leurs parents. C'est comme ça. L'armée ivoirienne se comporte. C'est comme ça. Le gouvernement d'Alassane se comporte, c'est-à-dire les ministres et autres, ils se comportent de la sorte. Parce que dans leur tête, ils se disent Alassane est papa. Alors, si ton enfant, souvent, il ne respecte pas les règles et qu'il te fout la merde, mais à un moment donné, il faut être capable de le sanctionner. Et donc, tu devais les radier au sein du gouvernement. Mais des gens qui sont loin de toi, qui ne sont pas proches d'Alassane Ouattara, comme ça, ils vont avoir peur. Quand le président parle, ils ont peur, ils seront pris de trucs en panique, ils vont avoir peur, ils vont respecter le président. Ce que tu vas leur dire, tes propos, tes directives, ils vont suivre cela. Ils ne vont pas te désobéir parce qu'il n'y a aucun lien d'amitié, c'est le gouvernement. Tu es venu pour gérer. Tu les as pris pour gérer et tu leur donnes des instructions fermes pour dire quiconque détourne l'argent des Ivoiriens, quiconque ne suit pas sa ligne de conduite que moi, Ouattara, j'ai proposé ou bien j'ai tracé, ce dernier risque de se retrouver en prison. Voilà. Et ils vont savoir que réellement le président a pris une décision. Ils vont faire leur boulot. Les chefs militaires qui sont là, mais tu pouvais même les chasser. Au contraire, tu les mets là, mais c'est un danger. Parce que tu ne peux pas laisser un pays en paix en 2020. Ceux-là, ils ont déjà une position prise. Vous pensez que Ouattara, il va accepter que quelqu'un d'autre vienne au pouvoir en Côte d'Ivoire, qui n'est pas un ami de Soro Gueye, qui n'est pas un ami d'Alassane Ouattara, mais qui est simplement un membre de la société civile. Mais Ouattara va prendre position. Il va commencer à combattre parce qu'il se dit, si ce dernier il devient président de la République, ce dernier ne va plus le nommer en tant que le commandant ou bien le général de la GR ou bien le commandant de la GR. Donc, ce dernier, il va tout de suite prendre position, il va combattre, il va tout de suite faire une rébellion. Voilà le problème. Ils ne connaissent pas leur place. Eux, chez eux, ils veulent toujours être au-dessus. Ils ne veulent rien respecter et parce qu'ils veulent être au-dessus, donc il faut supporter leurs amis. Parce que si ton ami est là, tu es toujours grand.
Mais si l'autre vient là, bon, il va te ramener dans un autre endroit, donc tu es mécontent, tu es contre cela, alors tu prends tout de suite ta position, tu prends les armes. Et c'est ce qui n'est pas bien. Raison pour laquelle je dis, avant que 2020 n'arrive, essayez de radier tout cela. Tous ces chefs de guerre, radiez-les. D'autres vont dire, ils vont faire, ils vont faire une rébellion. Non, ils ne vont pas faire une rébellion. Radiez-les si vous les chassez. Vous les affectez très loin de la Côte d'Ivoire. Très loin de la Côte d'Ivoire. Très, très loin. Les téléphones sont sous écoute. Quiconque traite avec ceux-là, ils auront des conséquences graves. Ah oui, il ne faut pas traiter avec eux. Il faut amener les nouveaux élèves qui ont appris, qui ont des vrais diplômes pour les mettre là-bas avant que 2020 arrive. Sinon, si vous les gardez les mêmes, que 2020 arrive, ceux-là, ils vont prendre position, ils vont défendre leur leader, eux non, le pays. Et ils vont encore endeuiller notre peuple ivoirien, la population ivoirienne. Ils vont tuer les Ivoiriens, ils vont assassiner les Ivoiriens. Et c'est ce que je tenais à vous dire. Faites très attention avec ceux qui dirigent l'armée aujourd'hui. Ceux qui dirigent l'armée aujourd'hui, il faut faire très attention avec eux. Ils ne sont pas ceux-là. Parce que vous allez laisser un pays encore plus pire, plus dangereux que ce qu'on avait connu auparavant. Si ce, je tenais à vous le dire. Donc, Ouattara, sois au-dessus de tes hommes que tu as mis autour de toi et ne sois pas en dessous. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont nommé, c'est toi qui les as nommés. Il faut regarder plutôt le peuple qui t'a nommé et non regarder les gens que toi-même tu as nommés. Ce n'est pas ceux-mêmes que tu as nommés qui t'ont mis là, c'est le peuple. Tu devais travailler pour le peuple et non travailler pour des individus politiques que toi-même tu as nommés, que toi-même tu as appelés autour de toi. Non, tu ne peux pas travailler pour eux. Travaille pour le peuple, c'est très important. Il faut essayer de rétablir l'ordre dans notre société. Demain, je ferai une vidéo sur l'éducation pour mieux situer les choses, comment avoir une éducation de base et comment aider les Ivoiriens à profiter de cette éducation. C'est très important. Donc, c'était de la part de qui j'ai compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'éveil de la conscience ivoirienne en ensemble.